Action fidèle. Alors, commençons par une définition. Donc, soit j'ai un groupe et un G ensemble, soit petit g un élément de G. Alors, on dit que G agit trivialement sur E si G étoile X égale X, quel que soit X. Quel que soit X dans E. Donc évidemment, l'élément neutre agit toujours trivialement. On va dire que l'action est fidèle si seul l'élément neutre agit trivialement. L'action de G sur E est fidèle si seul l'élément neutre de G agit trivialement sur E. Donc on peut le dire différemment, autrement dit. Autrement dit, l'action est fidèle si, si l'ensemble des G, on peut l'écrire peut-être, si l'ensemble des G dans G agissant trivialement sur tous les éléments de E, donc quel que soit X dans E, on a un G étoile X égale X. Si cet ensemble-là, c'est singleton E. Donc ça c'est pas vraiment dit différemment, c'est pas autrement dit, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc, cette inclusion-là est automatique, et dire que E agit trivialement sur tout élément de E, donc cette inclusion-là est automatique. L'action fidèle, c'est justement dire l'autre inclusion, c'est-à-dire que si un élément agit trivialement, c'est-à-dire si petit g a la propriété que quel que soit x dans E, g étoile x égale x, alors il est égal à E, c'est exactement dire l'autre inclusion. Mais ici, cet ensemble, ce sous-ensemble de G, c'est exactement l'intersection de tous les stabilisateurs. Parce que dire que G étoile X est égal à X, c'est dire que G appartient au stabilisateur de l'élément X, G indice X. Et donc en fait, pour le dire autrement, maintenant je peux mettre entre parenthèses cette partie-là, donc autrement dit, l'action est fidèle si l'intersection de tous les stabilisateurs est égale à l'élément neutre. Mais ça, on a vu justement dans le paragraphe précédent, on a vu que cette intersection de tous les stabilisateurs, c'est le noyau du morphisme de groupe associé à l'action. Donc soit F de G dans S de E, le morphisme associé à l'action de G sur E, qu'on s'est fixé une fois pour toutes. Alors on peut encore dire que l'action est fidèle, l'action de G sur E est fidèle si le noyau de F, est trivial, c'est-à-dire si F est injectif. Et donc ça c'est particulièrement intéressant parce que ça réalise donc un morphisme, donc une action fidèle donne lieu à un morphisme injectif, et donc ça réalise G comme un sous-groupe d'un groupe symétrique. F est du coup un isomorphisme de G sur son image.
Et donc G est isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et bon, on va voir comment ça va fonctionner sur un exemple explicite. Alors tout d'abord, une première proposition qui stipule qu'on peut toujours rendre fidèle une action. On peut rendre fidèle une action de groupe. La proposition suivante, donc soit E, un G ensemble, où G est un groupe quelconque, soit F, G dans S de E, le morphisme associé. Alors du coup, on sait qu'on peut toujours quotienter par le noyau et obtenir un morphisme induit. Donc je vais le quotient, je vais le noter G bar, du coup, ici. C'est le quotient de G par le noyau de F, qui est un sous-groupe distingué. On a vu que ça c'est un groupe, F induit un morphisme de groupe de G bar dans S de E. Et on a même vu que ce morphisme est injectif. Donc, du coup, en tout cas, j'ai un morphisme F bar d'un groupe dans S de E, donc je peux considérer étoile bar, je vais noter étoile bar, l'action du nouveau groupe G bar sur l'action de G bar sur E associée à F bar. Alors, cette action est fidèle. Et quel est le rapport avec l'action étoile du départ? L'action de G sur E, je vais noter étoile. De plus, on a en fait l'action d'un élément de G bar que je vais noter classe de G. Étoile bar, c'est l'action de G bar sur E. J'ai un élément X dans E. Alors, faire agir G bar sur X selon la loi étoile bar, c'est rien d'autre que faire agir G sur X selon l'action étoile de G sur E du départ. Donc, quel que soit, c'est vrai, quel que soit G bar dans G bar et X dans E. Ou, précisons-le, ou G bar, c'est la classe de petit g modulo, donc, le noyau de F. C'est la classe de G dans le groupe G, modulo, la classe à gauche, modulo curve F. Voilà, donc en plus, cette loi est complètement explicite. À la démonstration, moi je l'ai déjà dit, hein, F bar est injectif par construction. Donc en fait, F bar est injectif par construction. Quand on quotiente un groupe par le noyau de morphisme, le morphisme induit est injectif. On l'a vu, précédemment. Donc du coup, l'action associée, j'ai un morphisme de G bar, le groupe quotient dans S de E, le groupe symétrique de l'ensemble. Donc j'ai une action associée qui est donc fidèle d'après la définition précédente. Donc, la seule chose à démontrer, c'est que la loi induite, étoile bar, c'est la loi qui procède de cette propriété-ci. Ouais, ça c'est facile. Hein, donc on a... Qu'est-ce que c'est que la classe de G étoile bar fois X? Par définition, étoile bar est l'action associée au morphisme F bar. Donc c'est F bar de G bar, cette bijection de E dans lui-même évaluée en X. Mais F bar, c'est le morphisme induit par F. Donc par définition, ça c'est juste F de G.
Donc ici, j'ai f de g évaluant x. Mais ça, d'après le morphisme associé à une action, f c'est le morphisme associé à l'action étoile de g sur e, ça c'est g étoile x. Donc ça démontre la proposition. Donc en fait, la proposition dit tout simplement que cette action-là de g bar sur e est bien définie si on quotiente par le noyau de f. C'est-à-dire ça ne dépend pas, le second membre ne dépend pas du représentant G. Donc c'est encore une belle application de la propriété universelle du quotient. On n'a pas à vérifier que la loi de composition externe étoile bar sur E est bien définie. C'est la propriété universelle du quotient qui a fait tout le travail pour nous. Voilà, ça explique pourquoi la démonstration est si courte. Voilà, on va faire un petit exemple. Donc, en algèbre linéaire, on aime bien considérer les droites vectorielles dans un espace vectoriel. Donc, je prends K encore. Je vois K encore et N un entier naturel. Je considère, on considère K puissance N comme N espace vectoriel. Comme K espace vectoriel. Alors il y a une action du groupe GLN de K, donc GLN de K agit sur K puissance N par, si j'ai une matrice inversible N fois A étoile X, c'est juste A fois X, je fais le produit A fois X. Pour A, une matrice inversible, et X dans Kn. Et ça c'est bien sûr une action. Ça se démontre en algèbre linéaire, où on montre que la matrice identité étoile x, i fois x est égal à x. Et si vous avez deux matrices A et B, de taille n fois n, alors A fois B facteur de x, A fois B fois x, A facteur de bx. Ça, c'est des choses qu'on voit en algèbre linéaire. Donc on a une action de GLN de K sur K puissance n. Maintenant, la nouveauté ici, c'est que je définis P de K de N, c'est l'ensemble des droites vectorielles. Donc c'est L, c'est l'ensemble des sous-ensembles de Kn, c'est que L est droite vectorielle. Ça c'est un ensemble. On peut considérer l'ensemble des droites vectorielles dans K puissance N. Je vais définir une action, en fait c'est une action induite, c'est des sous-ensembles de Kn, donc on imagine bien que si on définit A étoile L par, je regarde l'ensemble de AX où X parcourt les éléments de L, hein, ça c'est encore une droite vectorielle, c'est encore une droite vectorielle. C'est l'image de la droite vectorielle L par l'endomorphisme de Kn associé à la matrice A. Et ça, c'est donc vrai, quel que soit A dans GLN de K. Et L, une droite vectorielle dans Kn. Et donc, ça définit, cela définit une action de GLN de K sur cet ensemble intéressant. C'est l'ensemble des droites vectorielles de Kn. Bon, souvent, c'est noté avec un P grand, en fait. Ça s'appelle l'espace projectif associé à Kn. J'écris P de Kn. On voit une autre notation dans la littérature, c'est P de n-1 de K. Parce que quand il y a une bonne notion de dimension pour ce genre d'ensemble, ça va être un ensemble dimension n-1. Je préfère noter ici P de K puissance n.
pour l'ensemble des droites vectorielles de Kn, qui vient donc avec une action de GLN de K. Alors cette action, typiquement, n'est pas fidèle. Donc, si A est de la forme lambda fois la matrice identité, avec lambda dans K non nul, alors A fois L est égal à L, parce que je multiplie tout vecteur de L juste par un scalaire, donc ça reste collinéaire avec le vecteur, et donc on voit bien que AL est égal à L. Autrement dit, une telle matrice agit trivialement. Sur... ça c'est vrai, AL égale à L, c'est vrai, quel que soit L. Quel que soit L dans le projectif associé à K puissance n. Quel que soit L, une droite vectorielle. Donc on a envie de rendre cette action, fidèle. On va regarder qui sont les matrices qui agissent trivialement. En fait, il n'y a que ces matrices-là. En fait, l'ensemble des matrices dans GLN de K agissant trivialement, donc quel que soit L, dans P de Kn, on a AL égale L, c'est égal à l'ensemble des matrices de la forme lambda I, où lambda parcourt K croix. Ce dernier ensemble, je vais noter K croix fois I. C'est un sous-ensemble du groupe GLN de K. Ça, c'est un petit exercice de réciproquement démontrer que si une matrice A dans GLN de K agit trivialement, c'est-à-dire AL égale à L, quel que soit L, alors A est un multiple de la matrice identité. Ça se démontre très facilement. On prend d'abord les droites vectorielles engendrées par un vecteur standard E indice I. Ça montre de suite que A est diagonale. Et après, on le fait agir sur E indice 1 plus E indice 2, par exemple, pour voir que les deux premiers éléments diagonaux sont égaux. Et de manière générale, on montre comme ça que tous les éléments diagonaux sont égaux. Donc c'est un petit exercice sympathique d'algèbre linéaire. En tout cas, on constate que les matrices qui agissent trivialement, c'est exactement les multiples de la matrice identité. Autrement dit, le noyau de F, si F est le morphisme induit, qui est donc l'intersection de tous les stabilisateurs, ce n'est rien d'autre que K croix I. Où F, c'est le morphisme de groupe associé à l'action de GLN de K sur le projectif de K puissance n. Donc c'est le groupe symétrique S2P de K puissance n. Où F est le morphisme associé à l'action de GLN de K sur le groupe symétrique SP de Kn. Voilà. Donc en particulier, on peut donc appliquer la proposition précédente. K étoile I, c'est donc un sous-groupe distingué. Donc on pose le groupe quotient, ça s'appelle le groupe projectif général linéaire. PGLN de K, c'est le groupe quotient. C'est donc des matrices n fois n inversibles à quotient dans K, à des multiples de la matrice identité près. Et donc, d'après la proposition précédente, PGLN de K agit donc fidèlement sur l'ensemble des droites vectorielles dans Kn.
Et l'action, c'est ça, c'est que la classe dans PGLN d'une matrice sur une droite, ce n'est rien d'autre que de calculer l'image de la droite par la matrice A. Donc on va expliciter tout ça dans un cas intéressant, c'est que prenons un corps fini, et notamment je prends K égale F3, le corps a 3 éléments, et je prends N égale à 2. Du coup, on a une action, de PGL2 de F3 sur l'ensemble des droites vectorielles dans l'espace vectoriel F3 au carré. C'est un plan sur F3. Donc sur F bar, le morphisme associé, comme ci-dessus. On veut étudier le morphisme associé. On veut étudier F bar. Bon, on sait que F bar, comme l'action est fidèle, on sait que F bar est injectif. Donc du coup, F bar va être un isomorphisme sur son image. Donc ça va réaliser PGL2 de F3, ce groupe un peu mystérieux, quotient de GL2 de F3, on va le réaliser comme un sous-groupe d'un groupe symétrique. Alors commençons par déterminer ce sous-groupe, ce groupe symétrique S de PF de 3. Déjà, pour ça, il suffit de déterminer le cardinal de cet ensemble de droites vectorielles dans F3 au carré. Donc je voudrais déterminer ça. Ça, c'est un ensemble fini, n'est-ce pas? Parce que F3 a un groupe fini, F3 puissance 2, c'est le plan sur F3 contient 9 éléments. Déjà, ça a un nombre fini de sous-ensembles, donc en particulier, le nombre de droites vectorielles est fini. Ce qui est sympa ici, c'est qu'on peut faire un dessin. On a donc F3, donc on va peut-être représenter par 0, 1 et 2. Bien que ce soit peut-être pas la meilleure, peut-être il vaut mieux représenter par moins 1, 0 et 1. On a plus l'habitude de représenter les éléments par 0, 1 et 2. Donc là, j'ai les deux axes. Donc ici, j'ai le produit cartésien F3 au carré. Donc voilà, F3 au carré, c'est juste cet ensemble-là. Et ça, c'est l'origine. Donc on peut commencer à dessiner les droites vectorielles. Ça, c'est la droite vectorielle engendrée par E1, par exemple. Ici, on a la droite vectorielle engendrée par E2, et ainsi de suite. Ici, j'ai une droite vectorielle engendrée par E1 plus E2. Je peux aussi prendre la droite vectorielle par 2E1 plus 2E1 plus E2. Donc ça va contenir cet élément-là. Donc là, c'est 2E1 plus E2. Si je prends son double, c'est 4E1 plus 2E2. Donc modulo 3, ça fait cet élément-là. Donc en fait, ces deux choses-là sont connectées. Là, ici, c'est connecté. C'est connecté à 1. Bon, je pensais dessiner les autres droites, mais ça va être un peu fouillis, donc je ne vais pas dessiner les autres droites, mais c'est un bon exercice de toutes les dessiner. En fait, chaque droite vectorielle, si elle est une droite vectorielle dans F3 au carré, elle, c'est donc forcément engendré par un vecteur non nul. Donc le vecteur non nul, on écrit F3 à 2 étoiles. C'est le F3 au carré privé du vecteur nul. Mais V n'est pas uniquement déterminé par L. Elle contient 3 éléments. Hein, parce que c'est donc comme L,
c'est donc lambda V ou lambda parcours F3. Elle contient 3 éléments, dont le vecteur nul. Donc les 2 autres sont des vecteurs non nuls, et donc je vois qu'elle a 2 générateurs. Elle a deux générateurs comme sous-espace vectoriel. Autrement dit, l'application qui a un vecteur non nul associe la droite vectorielle. On va dans P de F3 au carré. Donc je vais l'appeler delta, qui associe une droite vectorielle à V. Elle est donc surjective. C'est une application surjective. C'est une application ensembliste surjective dont la fibre, donc ça c'est le sous-ensemble de la forme delta moins 1 L, donc toutes les fibres sont de cardinal 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, du coup, le nombre de droites vectorielles, c'est le nombre de vecteurs non nuls divisé par 2. Du coup, le nombre de droites vectorielles dans F3 au carré, c'est le nombre de vecteurs non nuls dans F3 au carré, divisé par 2. F3 au carré contient 9 éléments, donc il y a 8 éléments non nuls. 8 sur 2, c'est 4. En fait, si on aime bien les actions, on peut même voir delta comme un quotient d'un ensemble muni d'une action. À savoir, on va faire agir sur F3 de étoile, on fait agir F3 étoile par multiplication. Donc on peut le faire comme ça, mais bon. Ici c'est vite fait explicitement. J'ai 4 éléments. Donc en particulier, son groupe symétrique, en particulier, le groupe symétrique sur l'ensemble de droites vectorielles dans F3 au carré, c'est un groupe qui est isomorphe à S4. Donc F bar, ça va être, si j'ai fait cette identification, F bar va être un morphisme de groupe injectif de PGL2 de F3 dans S4. Donc maintenant, déterminons le cardinal de PGL2 de F3. Donc d'abord, déjà, qu'est-ce que c'est que GLF3? Quel est son cardinal? Après, la formule pour le quotient du quotient, pour le cardinal du quotient, va s'appliquer. On trouvera le cardinal du groupe projectif général linéaire. Remarquons qu'une matrice 2 x 2 à coefficient dans F3 ou dans n'importe quel corps est inversible si et seulement si, ces colonnes constituent une base de F3 au carré. Donc il faut compter les bases. Donc GL2 de F3, c'est le même cardinal que l'ensemble des bases B base de F3 au carré. Alors, quelles sont les bases dans F3 au carré? C'est le couple V1 et V2. V1 et V2 sont dans F3 au carré. On peut très facilement dire quand est-ce que c'est une base. Il faut que V1 soit non nul. Il faut que V2 n'appartienne pas à un vec de V1. Donc maintenant, le cardinal devient limpide, parce que dire que V1 non nul, ça me fait donc 8 possibilités pour V1. Tous les vecteurs, c'est-à-dire les 9 vecteurs, sauf le vecteur nul. Donc ça fait 8 possibilités pour V1. Et pour chaque
choix de V1, il faut que j'évite la droite vectorielle engendrée par V1, qui contient 3 éléments. Donc pour chaque choix de V1, V2, il faut éviter 3 éléments. Donc pour V2, pour chaque choix de V1, j'ai 9 moins 3 possibilités. Donc ça fait 48. 8 fois 6, 48 éléments dans GLF de 3. C'est un groupe à 48 éléments. C'est un groupe d'ordre 48. Et je quotiente par F3 étoile fois l'identité. C'est évidemment, ce groupe-là est juste une façon compliquée d'écrire le groupe multiplicatif de F3. Donc en particulier, son cardinal, c'est le cardinal de F3, le groupe multiplicatif de F3. Donc ce groupe-là contient 2 éléments. Donc au final, PGL2 de F3, son cardinal, c'est le cardinal de GL2 de F3, divisé par le cardinal de F3 croix I, son sous-groupe. Donc c'est ce qu'on vient de voir, 48 divisé par 2, c'est 24. Donc c'est le même cardinal que le cardinal de S4. Autrement dit, F bar de PGL2 de F3 dans le groupe symétrique sur l'ensemble des droites vectorielles dans F3 carré est un isomorphisme. Donc en particulier, le groupe PGL2 de F3, ce groupe-là, qui avait l'air un peu mystérieux, on a même un isomorphisme explicite avec le groupe S4, si on choisit une bijection entre la droite vectorielle de F3 au carré et l'ensemble de 1 à 4. Voilà, donc PGL2 de F3, c'est rien d'autre que le groupe S4. Et donc on peut l'expliciter, et notamment on peut se demander, dans S4 on a plein de sous-groupes intéressants qu'on peut donc étudier en termes matriciels maintenant aussi. Bon bref, il y a de jolis exercices à faire, notamment chercher quelle matrice dans PGL2 de F3 correspondent à des permutations alternées et ce genre de trucs. Voilà.